Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose de lancer cette première table ronde. Déjà, merci à vous d'être là, d'être présents à l'Hôtel de l'Industrie, et merci à toutes celles et ceux qui nous suivent aussi en ligne. Je m'appelle Mylène, je suis consultante et formatrice en RSE, et j'ai la chance, l'honneur, la joie de modérer cette table ronde avec un panel 100% féminin, comme vous pouvez le constater. Donc c'est parti, petite introduction rapide sur cette table ronde dont l'intitulé, vous le voyez s'afficher, est directeur et directrice RSE, coup de projecteur sur un métier critique en pleine transformation. La fonction de responsable RSE s'est professionnalisée, elle s'est structurée, son influence au sein des entreprises a progressé. Et pourtant, ces artisans du changement, ces hommes et ces femmes à la fois engagés et alarmés, pour eux, ce n'est toujours pas assez. Pas assez vite, pas assez fort, pas assez généralisé. Donc comment cette fonction s'est-elle réinventée? Comment poursuit-elle sa mue en des temps troublés? Cela ne vous a pas échappé, les pourfendeurs du pacte vert entendent dégrader les exigences de la CSRD. Le rapport de durabilité est une usine à gaz pour les entreprises. La crise économique pousse les entreprises à freiner leurs efforts en matière de RSE. On fait de la RSE lorsque tout va bien, lorsqu'on a le budget. Double coup de frein dans les efforts de transformation des entreprises. Alors dans ce contexte de backlash RSE, quel rôle occupent les directeurs et les directrices? On va parler au féminin. Quel rôle occupent les directrices RSE? Futur bouc émissaire, il fallait le dire que c'était important. Parfait alibi face au greenwashing, ou véritable garant de la robustesse, de la pérennité des entreprises. Coup de projecteur donc sur cette fonction stratégique, transversale, multifacette, un métier en constante évolution, un métier passionnant. Et avec moi aujourd'hui, 3 passionnés qui nous font l'honneur de leur présence. Merci à vous d'être là. Pour vous les présenter rapidement, nous avons donc à ma gauche Charlotte Mine, vice-présidente de développement durable chez Suez. Merci Charlotte. Hélène, directrice RSE et qualité pour le groupe Maison du Monde. Merci d'être là. Et enfin Capucine Petre, donc membre du comité du conseil d'administration du C3D, anciennement directrice RSE du groupe Les Échos Le Parisien et de l'école Polytechnique. Alors, initialement, vous aviez peut-être vu dans le programme Fabrice Bonifay et Antoine Sautenay qui devaient être avec nous aujourd'hui. Ils sont navrés, ils n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, malheureusement. Mais voilà, nous allons passer une très bonne table ronde avec nos invités aujourd'hui. Je vous propose de démarrer cette séance. Alors, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les noter. On essaiera de prendre un petit temps à la fin de la séance pour répondre à vos questions. Donc, c'est parti, parlons vrai. Parlons sans langue de bois. Et une première question à vous poser. Et je m'installe. Ça marche? Alors Charlotte, on va commencer par toi. Peux-tu nous expliquer quelles sont les responsabilités, les challenges en tant que directrice RSE 3.0? Quelles sont les principales évolutions que tu constates dans ce métier? Et plus particulièrement dans le contexte actuel de remise en cause de la CSRD. J'estime que c'est un sujet un peu brûlant, donc on va pouvoir l'évacuer assez rapidement. Ok, j'avoue que j'ai pas forcément focusé sur le sujet, mais donc bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui. On va essayer de ruer dans les brancards comme l'aurait fait Fabrice, comme ça vous ne serez pas déçus d'être venus. Juste pour réagir peut-être sur ton introduction, moi je pense que il vaut mieux susciter la critique que l'indifférence. Et pendant très longtemps, on a suscité l'indifférence. Donc, en ce début d'année, à mes équipes, j'ai souhaité de l'influence, évidemment. Et puis, j'ai souhaité de se satisfaire, de faire parler, parce qu'au moins, on suscite des discussions. Ensuite, du vrai contenu, je pense que ça, on peut tous s'en féliciter dans les temps actuels. En fait, pour moi, le métier de directeur DD RSE, il est encore très protéiforme.
Donc là, il y a une forme d'homogénéité entre nous trois, parce qu'on est dans des groupes un peu importants. Mais il est évident que dans des petits groupes et dans des gros groupes, on est encore sur des responsabilités qui sont très, très différentes. Après, moi, j'ai fait toute ma carrière dans des groupes internationaux importants. J'ai commencé chez Accor, puis dans plusieurs différents groupes, dans différents secteurs, à un moment où le développement durable était un mot qui était totalement inconnu de moi-même. D'ailleurs, je suis tombée un peu par hasard là-dedans. Et en fait, on est passé d'une fonction de qualiticien, puis d'expert, à une fonction de plus en plus stratégique. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises aujourd'hui. On peut encore être à côté du business, mais ce que je constate, c'est que de plus en plus, les sujets d'intégration du développement durable dans les offres sont un must-have, alors que ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Quand on parlait d'offres durables, on était un peu disruptif, un peu étonnant. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui n'intègre pas au moins pour partie le développement durable dans son offre. Donc je pense que ça, c'est un acquis. Voilà, parce que les clients le demandent, parce qu'il y a des évaluations fournisseurs. Donc je dirais qu'on a semé la graine de l'intégration de la sustainability dans les pratiques de l'entreprise. Voilà, mais on reste dans quelque chose qui est... je fais évoluer les pratiques, mais je ne fais pas évoluer le business model. Et pourquoi ça fait mal aujourd'hui? C'est parce qu'on s'attaque à l'évolution du business model. Et donc aujourd'hui, pour moi, le directeur développement durable, il doit avoir une responsabilité dans la stratégie et non pas uniquement dans la déclinaison des plans d'action. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le changement. Du coup, ça veut dire que c'est soit des profils différents, soit des profils qui ont su évoluer avec cette contrainte. Je dirais que c'est principalement ça, c'est vraiment l'idée de rentrer dans une logique stratégie. Et puis il y a deux autres points qui me paraissent très nouveaux dans les responsabilités de directeur DD d'aujourd'hui. Le premier, c'est la gestion de la complexité. Alors, moi, je n'ai pas fait d'études en développement durable, puisque dans les années 2000, ça n'existait pas vraiment. Je ne suis pas ingénieur. Et jusqu'à maintenant, comme disent les jeunes, ça passait crème. Aujourd'hui, en réalité, ça ne suffit plus. On est obligé d'entrer dans la technicité, on est obligé de comprendre ce que sont les référentiels divers et variés. Les sujets biodiversité et nature, ça ne s'invente pas, il faut rentrer dedans. Donc, on est dans des métiers qui sont à la fois très hélicoptères, très stratosphériques, mais aussi encore des métiers d'expertise, ou alors il faut vraiment très très bien s'entourer dans ces équipes pour avoir les relais expertise qui sont crédibles dans une entreprise. Et le troisième point, c'est le management des stakeholders. Comme un dirigeant, 50% de notre temps, c'est de manager les stakeholders. Un stakeholder, c'est quoi? C'est les différentes fonctions de l'entreprise, c'est les boards, c'est les suppliers. Voilà. Donc on est dans des fonctions qui sont devenues des fonctions de conception d'alliance. Voilà. Et ça, c'est assez différent, puisque ce n'est ni un travail d'expertise, ni un travail de définition de vision, c'est un travail de faire émerger de la collaboration. Donc en fait, voilà, on est sur trois pans de responsabilités qui sont assez différents, qui rendent ce métier passionnant, mais qui font qu'à certains moments, il y a des jambes qui marchent plus ou moins bien. Merci Charlotte pour cet éclairage. Hélène, tu voudrais ajouter quelque chose sur les challenges du métier de directrice RSE? C'est allumé. Les micros sont allumés. Bonjour à tous déjà, et merci de m'avoir convié à cette table ronde. Bon, alors Charlotte, tu as dit beaucoup de choses, effectivement, et c'est très juste, tout est très juste. Et effectivement, notre première responsabilité, alors ce qui est rigolo, je trouve, dans le nom de ce poste-là, on l'a d'abord appelé directeur développement durable, puis directeur RSE, et on revient un peu quand même sur la notion de directeur du développement durable. Et je trouve que ça prend tout son sens. Parce qu'on parle de durabilité et de développement durable de l'entreprise. Quand on regarde ce qu'il y a derrière ce terme, c'est vraiment comment on accompagne le développement économique et le développement de la pérennité du modèle de l'entreprise. Et moi, je trouve que ça prend encore plus de sens aujourd'hui de l'appeler directeur développement durable que directeur RSE finalement. Parce que RSE, c'est un peu un terme perché. Tout le monde ne comprend pas bien ce que c'est que la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Et ça paraît un peu conceptuel et pas très ancré dans la réalité. Donc je trouve que le titre déjà de directeur du développement durable donnerait presque plus de sens. On parle du directeur de l'engagement, mais celui-ci est très lié à la réalité économique de l'entreprise. Et ça montre bien la responsabilité de ce poste-là, c'est d'accompagner
le développement durable d'une entreprise avec toutes ces externalités que l'on a autour de nous et avec toutes ces parties prenantes. Donc je pense que notre première responsabilité, c'est d'arriver à se positionner à ce niveau-là et arriver à expliquer qu'on n'est pas là pour répondre à des réglementations, parce qu'il y a eu aussi ça, la compliance. On commence toujours par la compliance et on parle de la compliance. Donc c'est souvent les premiers postes qu'on a dans les entreprises. Un responsable de la compliance, là, qui est très technique, qui connaît les réglementations. On parle du social, on parle de l'environnemental. Et en fait, c'est comment on passe ce cap de la compliance à vraiment la pérennité d'un modèle économique et comment on arrive à l'ancrer dans la stratégie de l'entreprise. Je crois que c'est effectivement ça, et tu l'as très bien dit, notre première responsabilité. Et comment on arrive, ça rebondit aussi un peu sur ce que tu disais Arnaud tout à l'heure, comment on arrive à le décomplexer déjà, parce qu'il y a aussi un autre sujet, je trouve, en tout cas moi je le vis comme ça chez Maison du Monde, c'est un peu, oui mais toi tu sais, toi tu es un peu experte et on nous regarde un peu comme des sachants. Et en fait c'est un peu loin du coup de leur réalité, ils ont presque un petit complexe parfois par rapport à nous en se disant ouais mais c'est un peu compliqué ce que tu me racontes et moi je sais pas si je vais savoir faire en fait. Est-ce que ton équipe pourrait faire? Non en fait, nous on est là pour vous acculturer, vous accompagner, faire en sorte que dans chaque métier de l'entreprise, ça fasse partie de votre quotidien. Donc on a une autre responsabilité, c'est de le rendre accessible, possible pour chacun et que ça rentre dans les habitudes de chacun. Donc être capable de le, peut-être sans le vulgariser qui pourrait être un terme péjoratif, de le rendre accessible et compréhensible. Ça, je pense que c'est notre deuxième responsabilité, c'est de faire en sorte que ça appartienne à tout le monde. Et pour que ça appartienne à tout le monde, il faut que tout le monde le comprenne et qu'on ne nous regarde pas en nous disant... Bon, en général, quand je raconte quelque chose, on me dit rarement non mais n'importe quoi. On me dit ah oui, c'est vrai que toi tu sais quelques trucs quand même. Ben non, je ne sais pas plus que vous. Et puis si vous voulez, on va apprendre ensemble. Donc ça, c'est je pense une autre de nos responsabilités. Et puis... de le rendre, tu l'as dit aussi, effectivement joyeux, de le rendre un peu plus optimiste et pas plombant, et ça c'est très difficile quand même, d'arriver à le rendre optimiste et un peu l'étoile qui fait qu'on avance ensemble et que ça va être pour quelque chose de mieux, même si c'est pas facile d'y aller et même si c'est pas simple de trouver les bonnes solutions. Donc je pense que ça aussi il faut y déployer de l'énergie, il faut y déployer du positivisme, il faut fêter toutes les petites réussites, toujours dire qu'on l'a tous fait ensemble et qu'avec ça on est fiers de ce que ça permet aujourd'hui de donner comme couleur à l'entreprise et comme fierté à l'entreprise et aux collaborateurs. Je vais t'en laisser un petit peu quand même. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste parce que évidemment je rejoins tout ce qui a été dit précédemment. Moi, ça m'intéressait en 2 petites secondes, vu que la journée vient de commencer, de voir à peu près quels sont les profils dans la salle pour voir à qui on s'adresse. C'est plus facile aussi de vous répondre. Est-ce qu'il y a des directeurs RSE ou directrices RSE, responsables RSE? Levez la main. Ouais. Les autres, vous êtes plutôt sur le monde du conseil? Vous avez conseil, ok. Et le reste, donc c'est pas encore votre cœur de métier, mais vous avez envie de rentrer pleinement sur ces métiers-là, c'est ça? Ouais, à peu près. Ok. Non? Et alors, les autres? Chercheurs, ok. Univers scientifique, combien? Comment? Manager de transition. Des ok, personnes formidable. en reconversion professionnelle peut-être aussi. Ok. Ok, donc c'est très... Ok, c'est assez hétérogène. Ok, super. Donc évidemment, moi je m'inscris pleinement dans ce que vous avez dit de mes 2 expériences et je me reconnais dans tout ça. Il y a peut-être un point qui pour moi pourrait être ajouté, c'est la question qui me semble être absolument fondamentale dans le rôle d'un directeur ou d'une directrice RSE aujourd'hui, c'est d'arriver à faire la démonstration de la création de valeur de ce qu'on fait et de la création de valeur business en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur parce que je viens de ce monde-là. J'ai fait une école de commerce, j'ai été dans des groupes très orientés business, les écoles parisiens, filiales du groupe LVMH. Je ne peux pas vous raconter les détails, mais vous savez que c'est des choses qui sont clés. Et je pense que ce qui fait qu'un directeur RSE arrive à porter ces sujets-là, c'est qu'il parle ce langage-là. Et je pense qu'il y a eu peut-être à un moment, et notamment à cause de la CSRD, même si on sait à quel point la CSRD est fondamentale et on en a besoin et on la soutient, et on continuera à la soutenir autant qu'il faut en la simplifiant un petit peu au passage. Mais je pense qu'il y a un sujet de démonstration de la création de valeur, de la création de valeur de ce qui est mis en place au niveau environnemental, parce que c'est coûteux, c'est énergivore, c'est compliqué, ça crée de la confusion, ça crée aussi parfois de l'inquiétude. On ne sait pas tellement vers où on va. C'est très nouveau pour tout le monde, y compris pour nous-mêmes, quand bien même on essaie de
contrôler au maximum ce qu'on met en place. Donc voilà, donc il y a de l'incertitude et je pense que on est audible si on arrive à expliquer concrètement à chaque fois, voilà, on fait ça, mais voilà ce que ça va apporter à l'entreprise, quel que soit le type de création de valeur. Évidemment, si elle est économique, c'est formidable, mais ça peut être aussi de la création de valeur réputationnelle, sur le bien-être de ses salariés, etc., etc. Donc je pense que c'est fondamental qu'on revienne à ça. Je sais que, enfin, j'imagine que vous l'avez fait, nous, au niveau de mes 2 précédents postes, j'avais eu à cœur de le faire pour monitorer autant que possible avec quelques indicateurs. Il n'en faut pas 15 000, mais 4-5 indicateurs un peu en mode étoile polaire, en disant, voilà, on a fait ça, mais voilà ce que ça nous rapporte concrètement aujourd'hui ou demain. Et je pense que c'est ça qui peut faire la différence dans la durée. Merci pour vos éclairages. En complément de tout ce qu'on vient de dire là, ce qui serait intéressant, ce serait de dresser le portrait du directeur, de la directrice RSE ou développement durable. Le portrait, donc son portrait avec ses compétences, ses connaissances, ses qualités humaines, hard skills, soft skills. À quoi ressemble cette directrice RSE idéale? Ouais, j'allais dire Hélène, si tu veux te lancer. Merci. Alors c'est toujours un peu pompeux de prendre cette position-là, de dire à quoi ressemble le directeur développement durable idéal. Donc en gros, qu'est-ce que je devrais être un petit peu. Il y a déjà il y a 3 grandes qualités comme ça, mais je pense que c'est intéressant de voir les visions de chacun. Il y a une première dimension que tu as évoquée aussi un petit peu, Arnaud, tout à l'heure. Déjà, et tu l'as dit aussi très bien, Charlotte, tout à l'heure. On ne peut pas passer outre quand même d'abord une compétence technique, il y a de la connaissance quand même, et c'est un métier qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus technique, et c'est rigolo ce que tu disais tout à l'heure, toi Charlotte, en disant je viens du monde de l'ingénieur, ou en tout cas, tu viens pas du monde de l'ingénieur, pardon, et moi typiquement je viens du monde du technique et de l'ingénieur, et j'ai plutôt travaillé dans des missions techniques, mais toujours assez très transverses quand même, et quand j'ai pris ce poste, autour de moi certains m'ont dit, c'est étonnant que ce soit toi qui prennes un poste comme ça. Habituellement, c'est pas ce type de profil. Alors, je dirais, bon, pourquoi? C'est quoi le profil habituellement d'un directeur RSE? C'est souvent des gens au marketing, éventuellement à la data, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est quand même comment on raconte ça aux clients. Donc en fait, c'est comment on fait du marketing vert. Et je dis peut-être, mais en fait, je pense qu'il y a plein de profils. Et justement, la chance de ce métier-là, typiquement, c'est qu'on peut venir de plein de métiers différents. Par contre, pour y arriver, on ne peut pas passer outre quand même un minimum de formation technique d'abord parce qu'il y a des enjeux qui sont de plus en plus complexes et sur lesquels il faut quand même déjà avoir une culture suffisamment solide et avoir compris ces mécaniques complexes, et c'est ce que tu expliquais très bien tout à l'heure. Donc ça, il y a quand même cette base-là qu'on doit tous avoir. Moi, je remercie Ecolearn parce que j'ai eu la chance de faire justement une formation l'année dernière qui m'a beaucoup nourri et beaucoup complété. Mais ça, on ne peut pas passer outre, et c'est même une formation permanente parce que ça évolue énormément, qu'il y a des bases scientifiques quand même qui ne sont pas très complexes et qui ne sont pas inaccessibles, parce qu'on ne rentre pas dans des équations mathématiques à 3 inconnus, on ne rentre pas dans des gros concepts physiques, on peut y aller, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Mais il faut quand même comprendre déjà ces enjeux-là, et ça, on ne peut pas passer outre. Donc il y a cette base-là, plus un suivi réglementaire qu'il faut quand même accepter de faire un peu parce qu'il y a quand même un gros tsunami réglementaire qui est en train de s'alléger, mais il faut suivre, il faut comprendre où sont les gros enjeux et où est-ce qu'on va aller. Donc ça, c'est déjà pour moi une des premières compétences et qu'on doit avoir, et connaissances déjà qu'on doit avoir. Et après, en compétences personnelles, en soft skills un peu, il y a un leadership qu'il faut avoir. Alors, il est propre à chacun, mais il faut quand même avoir du leadership, être capable effectivement de faire de la coalition, de faire travailler les gens ensemble et d'embarquer. Et là, encore une fois, il y a plusieurs façons de le faire. Ça, c'est propre aux caractéristiques intrinsèques de chacun. Mais c'est important de donner envie, d'embarquer. Et après, il y a une capacité à communiquer aussi qui est forte. Alors, quand on vient du commerce, quand on vient du marketing ou quand on vient de la com, c'est plus facile que quand on vient du technique, pour le coup. Donc, chacun, en fonction de son histoire, doit aller apprendre un peu sur certaines briques. Mais ça, c'est important. Et puis, il faut dégager de l'énergie. Tu l'as très bien dit, Arnaud, tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on ait envie de nous suivre. Il faut pas qu'on s'abatte au moindre petit caillou qui arrive. Il y a des gros cailloux en ce moment qui arrivent sur notre chemin. Donc, il faut effectivement de l'énergie, il faut de la créativité. Et il faut être capable, quand les portes se ferment, avoir toujours vu le petit bout de la lorgnette qui restait ouvert et par lequel on va pouvoir passer. Donc, il faut être un peu inventif et résilient. Moi, je dis à l'équipe, pour le coup, dans les vœux cette année, vous avez quand même regardé tout ce qu'on a fait, regardez comment on a bien avancé et capitalisons sur toutes nos réussites. Et puis gardons espoir, continuons à avancer et soyons convaincus que ce qu'on fait, c'est quelque chose de bien et il faut avoir envie de le porter, être un peu chevalier quand même dans ce métier-là. C'est-à-dire qu'il faut être convaincu de l'étoile vers laquelle on veut aller.
Il faut accepter qu'on avait décidé d'y aller sur ce chemin-là et qu'on va peut-être y aller par un autre chemin et essayer de trouver à chaque fois le chemin B, le chemin C par lequel on va y passer, mais toujours avec de l'énergie et de l'optimisme. Ouais. Peut-être sur l'énergie et l'optimisme, Capucine, tu aurais des choses à nous raconter là-dessus. Oui. Donc, déjà, par rapport à ce que tu disais, effectivement, on avance sur deux jambes. Hein, c'est assez banal. Il y a une première jambe qui est effectivement très hard skill et de plus en plus complexité, réglementation. Et je dirais aussi qu'il y a un truc qui est hyper important, c'est d'arriver à comprendre les métiers des gens avec lesquels on interagit au sein de l'entreprise, parce que bien souvent, on a la chance dans ce type de poste, quand c'est fait avec sérieux, d'être dans un CODIR, dans un COMEX, donc d'être en interaction avec des gens qui ont des niveaux de jeu assez élevés, et donc de pouvoir connaître, comprendre leur métier de l'intérieur. Ça, c'est fondamental. Je pense que c'est un temps qu'il faut prendre pour comprendre la finance, le marketing et autres, quand on ne vient pas de ce monde-là, et en particulier les métiers du numérique, donc du digital, et je pense en particulier à l'IA, qui sont des sujets qui vont très fortement monter, qui sont déjà en train de monter, mais je pense qu'on n'est qu'au début, enfin c'est une évidence d'ailleurs. Et donc comment est-ce qu'on comprend leur métier et comment surtout on tisse des liens avec ce type d'agents de la transformation au sein des CODIR, au sein des COMEX pour faire alliance. Donc ça c'est la partie hard skill. Après sur la partie soft skill, pour moi c'est très variable et c'est haut de mouiller, mais pour moi c'est quand même une énorme partie du job, voire la plus grosse partie du job, mais c'est très différent effectivement en fonction des profils des uns et des autres. Donc c'est hyper important en fait d'être convaincu soi-même en profondeur, parce qu'il y a eu tout un effet de mode en fait autour de ces sujets, un âge d'or de la RSE, et c'est très bien parce que ça a créé plein d'appétence, plein d'envie à rejoindre ce métier-là, mais il ne faut pas oublier que c'est un métier qui est difficile, donc en fait la conviction et l'alignement, me semble-t-il, est absolument fondamental pour pouvoir embarquer et faire en sorte que les choses avancent. Il y a un sujet de leadership, tu le disais, et le leadership, pour certains c'est inné, pour d'autres c'est des choses qui se travaillent, parce que l'objectif c'est vraiment à la fois d'arriver à poser une vision, à créer une espèce d'idéal de manière collective pour donner envie à tout le monde d'avancer dans cette direction de transformation d'un modèle d'affaires. C'est quand même pas neutre, hein, ce dont on parle, c'est des choses qui sont très structurantes. Et donc pour ça, il faut arriver à embarquer autour de cette vision pour la rendre réalité. C'est d'utopie à la réalité, et donc effectivement ça repose sur, au-delà de ses convictions, beaucoup de travail. Je pense que si on est là, alors après en plus on est besogneuses, on a toutes prévu nos petites notes, c'est incroyable, il n'y a que les femmes qui préparent leurs notes avant de faire une conférence, les mecs arrivent quand ils viennent. Non, je plaisante. J'adore. Non, pardon, je me permets. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que c'est un métier assez féminin, on va pas se mentir, aujourd'hui, et c'est en train d'évoluer, et c'est formidable. Arnaud, on en a souvent parlé, mais c'est vrai que c'est un métier qui ça demande beaucoup de boulot. C'est-à-dire que c'est un métier où en fait il y a une rigueur, un besoin d'efficacité, parce qu'en général vous avez des toutes petites équipes, on va pas se mentir, des tout petits budgets et quand même des ambitions qui sont importantes. Donc voilà, donc c'est beaucoup de boulot, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline évidemment. Et puis, et j'en viens effectivement à ce point de l'humain. Alors je vais utiliser un mot que je déteste parce qu'il a été hyper galvaudé, donc bienveillance, empathie, tout ce que vous voulez. Malgré tout, pour moi, c'est quand même des sujets qui sont essentiels, c'est-à-dire que en fait, on est obligé d'utiliser mais d'avoir ça en soi, cette capacité d'écoute pour pouvoir embarquer les gens, parce que bien souvent ils s'en foutent. Alors il y a la CSR2 entre-temps nous a un peu aidé, et encore. Mais donc être en écoute de la personne, l'embarquer, la valoriser plutôt que vous valoriser. Enfin, il y a un côté, je trouve une posture d'humilité qui est fondamentale et qui du coup peut créer parfois aussi de la souffrance, ou en tout cas une forme de vulnérabilité pour les directions RSE, puisque ce sont des métiers, et je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais en tout cas qui peuvent mettre en difficulté, parce qu'on voit bien que nous on sait, en tout cas, on écoute la science, donc on sait ce qui est en train d'arriver, donc on voit les enjeux qui sont colossaux, et bien souvent on a face à nous des gens qui, au mieux, ont un peu compris, au pire, font semblant de pas comprendre, quoi. Et donc, en fait, c'est aussi très énergivore, et ça peut fatiguer fortement.
c'est assez synonyme d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que c'est très important. Mais ça, c'est très personnel, parce que je suis dans une période, moi, où j'ai décidé justement de faire ce pas de côté, justement pour reprendre de l'énergie, retrouver de l'énergie, retrouver du discernement, et parce que je pense que c'est fondamental dans ce type de poste. Et donc, c'est fondamental de prendre soin de soi au quotidien et de savoir le faire et de considérer que ça fait partie du job. Que ce soit dans le cadre de son job, donc par des moments de, alors je osais prononcer ce mot, mais de méditation. Je pense que la méditation, le yoga, en tout cas des pratiques personnelles qui doivent de plus en plus, me semble-t-il, intégrer le quotidien de ce type de fonction, et pas que d'ailleurs, ou de manière plus épisodique, comme je le fais en ce moment, s'accorder parfois des temps de pas de côté. Mathieu Dardaïron en parlera tout à l'heure, il appelle ça, lui, de vide fertile. Emmanuel Faber a appelé ça la jachère, peu importe. Mais en tout cas, de s'autoriser aussi cette forme de vulnérabilité qui, en réalité, de mon point de vue, est une force. C'est-à-dire qu'on n'est pas des Wonder Woman, des surfemmes, des surhommes. Et c'est important quand même j'en parlais avec Alexandra Palt, je pense qu'elle m'en voudra pas, il y a quelques jours, puisqu'elle a beaucoup travaillé là-dessus, elle est en train de travailler là-dessus, donc l'ancienne CSO de L'Oréal. Et effectivement, je disais, mais c'est dingue, parce qu'on l'avait fait intervenir dans plusieurs événements des Échos, c'était vraiment la femme qui arrivait nickel, elle est sublime, elle parle plein de langues, elle a transformé L'Oréal, elle est vraiment remarquable. Je dis, mais c'est dingue, on a l'impression que que tout ça c'est hyper facile, c'est naturel, on voit jamais tes petites parts de fragilité, de faiblesse. Elle me dit, mais pourtant, t'inquiète pas. Et je dis, peut-être qu'on gagnerait aussi, nous, à montrer davantage de temps en temps cette part de vulnérabilité, parce qu'elle fait partie du chemin, et que c'est comme ça, je pense que dans la durée, on est meilleur. Voilà. Mais donc c'est pas mal de soft skills, je dirais, et beaucoup de hard skills aussi, 150%. Merci pour vos retours sincères. Charlotte, tu souhaites ajouter quelque chose ? Peut-être juste 2 points à rajouter sur les hard skills, enfin, si je puis dire. Je pense qu'il y a un vrai sujet, tu en as un peu parlé sur la data. On est de plus en plus amené à être architecte de données et utilisateur de données, ou en tout cas hub de données. Voilà. Donc nous, chez Suez, en plus, c'est vrai que l'environnement, c'est notre métier. Donc ça fait fort longtemps que les équipes développement durable sont en charge de la consolidation des données du métier du groupe, et donc des données environnementales. Donc ça fait un petit moment. En revanche, ce qu'on est en train de travailler très fortement, c'est travailler avec la vision du groupe sur la donnée en cible. Qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on veut l'utiliser. Donc ça, c'est aussi vraiment un shift important de notre métier. Et puis, je réfléchis, je n'avais pas écrit ça au départ, mais en vous écoutant, je me suis dit qu'il ne fallait pas qu'on oublie qu'on était aussi dans des métiers de gestion de projet, finalement. Parce que d'ailleurs, il n'y a pas de fiche de poste développement durable. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu une fiche de poste type, mais c'est juste impossible, en fait. Ça dépend complètement de la taille des entreprises, des secteurs. Est-ce que j'intègre l'engagement ou pas? Est-ce que j'intègre la CS 3D, le devoir de vigilance? Enfin, voilà, c'est protéiforme. Il n'y a pas de fiche de poste type. Et je ne suis pas sûre que ce soit forcément nécessaire, mais ça participe quand même au flou artistique ou au manque de reconnaissance de la fonction, parce que du coup, s'il n'y a pas de fiche de poste, n'importe qui peut le faire, finalement. Mais on n'est pas les premiers, professionnels à être confrontés à ce sujet-là, donc ça en soi, c'est pas une problématique, mais je pense qu'il faut comprendre qu'on est sur de la gestion de projet et sur de la transfo. Voilà. On est sur un métier de transformation, avec tout ce que ça embarque, de conduite du changement, d'accompagnement du collectif, etc. Et sur les soft skills, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je dirais, en synthèse, moi je dis toujours que le métier de directeur DD, c'est main de fer dans gants de velours. Voilà. Gants de velours, il faut évidemment pouvoir, on n'est pas dans une ONG, donc il faut savoir manœuvrer dans un collectif et plus ou moins politique. Il y a des boîtes plus politiques que d'autres. Mais main de fer. C'est-à-dire que pas de compromis, ou alors on est tous des alibis, et on l'est parfois forcément, mais en tout cas, je pense qu'on est reconnu dans nos fonctions, dans nos entreprises, quand on est droit et aligné, c'est sûr, mais surtout qu'on ne fait pas de compromis. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment important. Merci. Donc un métier protéiforme, stratégique, un métier de transformation dont il ne faut pas négliger les soft skills. C'est un métier qui a évolué, on l'a vu. Maintenant, si on se tourne vers l'avenir, si on sort notre boule de cristal.
À quoi pourrait ressembler ce métier dans les prochaines années ? Voilà, en fonction de l'évolution qu'on a connue de ce métier dans ces 10 dernières années et l'évolution qu'on pourra connaître dans les 10 prochaines années. Peut-être Charlotte, si tu veux poursuivre. Oui, alors je m'étais jamais posé la question. Voilà, mais qui serez-vous dans 10 ans ? J'ai réfléchi, je me suis inventé à moi-même un concept. Je me suis dit que demain, je serais directrice Stratenity. Stratenity, donc je serai directrice de la stratégie et du développement durable en même temps. Voilà. Donc, je le nommerai tel que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de directeurs stratégiques qui sont aussi des directeurs de développement durable, mais c'est très bien quand c'est dans des secteurs où ça le nécessite. Mais du coup, pour intégrer le concept, voilà, le directeur stratégique, voilà, c'est plutôt pour incarner l'idée qu'on est encore une fois, de plus en plus vers des bascules de modèles. En tout cas, c'est ce qu'il faut qu'on vise, ou alors on a vraiment raté. Et donc, Stratenity, c'est une voie. Une deuxième voie possible, je pense, c'est un peu ce que tu disais sur le fait de prendre encore plus de recul à ces fonctions et d'être finalement une sorte de penseur, philosophe de nos métiers, de la société. Voilà. Donc il pourrait y avoir aussi de plus en plus des gens qui prennent du recul, qui sont peut-être plutôt dans des métiers de conseil de surveillance d'entreprise, qui vont venir accompagner les transformations. Voilà, et peut-être des fonctions moins opérationnelles, puisqu'elles seront bien évidemment intégrées dans tous les métiers de l'entreprise. Et du coup, la fonction de directeur RSE, plus en... Voilà, board member, conseil de surveillance. Et puis, je pense pour certaines entreprises encore, peut-être des fonctions plus direction des partenariats, quoi. Les partenariats durables au sens, finalement, une entreprise, elle est dans un écosystème et notre boulot, c'est de faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème soit harmonieux. Le mot est pas du tout bien choisi, mais en tout cas intégré. Et donc voilà, c'est vraiment ce sujet du management du stakeholder et des coalitions. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'en sort aujourd'hui. Hein. Quand on arrive à faire des choses, c'est parce qu'on s'est allié avec d'autres fonctions, parce qu'on s'est allié avec des acteurs externes, parce qu'on s'est allié avec les organisations syndicales, etc. etc. Donc un métier de gestion des alliances. Très bien, coalition, coopération. Capucine, le métier de directrice RSE, est-ce qu'il existera toujours dans 10 ans ? Tu as dit beaucoup de choses. À l'époque, je me souviens, on avait reçu Emmanuel Faber qui nous avait dit moi, la première chose que j'ai faite, c'est de faire disparaître le rôle de direction développement durable de mon CODIR, parce que je considère que c'est un poste qui doit être porté par toutes les directions. Donc finalement, il n'y a plus tellement de raison d'être. Je ne suis pas tout à fait convaincue que je pense la même chose. Je te rejoins. Je pense qu'effectivement, c'est des métiers. Enfin, disons qu'il y a ces deux énormes disruptions, deux énormes révolutions dans lesquelles on est, et pour un certain temps, que sont l'environnement et le numérique. Et donc, de fait, à mon avis, c'est des positions qui vont continuer à exister au plus haut niveau de l'entreprise, qui vont se développer fortement, en tout cas, c'est ce que je souhaite, et je suis en train de me former d'ailleurs à ça, dans les conseils d'administration ou conseils de surveillance, et qui doivent, à mon sens, dans l'exécutif, devenir des fonctions régaliennes, comme le sont la finance et autres. Voilà. Donc mais bon, c'est un vœu pieux, peut-être, en tout cas, c'est mon vœu. Oui, je te rejoins un petit peu. Je crois que c'est un peu notre vœu aussi. Je pense à tous, in fine, c'est d'être effectivement auprès de la stratégie, puisqu'on disait que ça doit embarquer toute la transformation du modèle économique. Donc, normalement, c'est un poste qui doit être assez visionnaire, proche de la stratégie. La vraie question s'est posée quand on l'avait échangé, d'ailleurs, Mylène, en préparant cette table ronde, de se dire, il existera ou il n'existera pas. On pourrait se dire que ce serait finalement bien qu'il n'existe pas, parce que s'il n'existe pas, ça veut dire que c'est devenu normal, que ça fait partie de tous les métiers. Mais de toute façon, il y aura toujours besoin, quand même, comme tu le disais bien, Charlotte, je trouve, de cette dimension un peu déjà philosophe et qui élève tout le temps un peu le débat, parce qu'il y a besoin de sortir tout le monde un peu de son focus permanent, quand même, qui existera de la rentabilité. Donc il faudra un peu cette personne qui aide à faire un peu en permanence cette petite alerte, ce petit pas de côté, et qui montre vers où on doit aller. Et cette force et cette capacité à faire de la coalition et à embarquer et à tout le temps et donner le cap, l'animer et créer effectivement cette émulation autour du sujet. Donc il sera plus stratégique, beaucoup plus transverse, des toutes petites équipes, ça c'est sûr. C'est notre vocation normalement en général dans ces fonctions-là. On a un vœu, c'est d'avoir des équipes les plus réduites possibles. Alors ça peut paraître bizarre de dire tiens, t'es directeur et t'as envie d'une toute petite équipe, mais plus les équipes sont petites, plus ça montre que c'est dans les autres équipes et qu'en fait on a réussi à transformer.
Donc normalement, si on pouvait avoir une personne, peut-être ce serait top, parce que ça veut dire que tout le monde l'a incarné. Mais c'est pas forcément la réalité aujourd'hui. Mais ça devrait être incarné au moins par le CIO de toute façon, très proche de la stratégie, et puis embarquer tout le monde dans l'histoire de l'entreprise en fait. Merci. Ma question suivante, elle rejoint un peu ce qu'on vient de se dire là. Dans la salle, il y a certainement des personnes qui sont aussi en reconversion professionnelle, qui voudraient peut-être un jour devenir responsable RSE, directeur, directrice développement durable. Quels conseils aimeriez-vous donner à ces personnes qui nous écoutent et qui vont prendre ce poste-là? Ce serait quoi, selon vous, les premières choses à mettre en place? Qu'est-ce qui est indispensable dans la prise de poste quand on devient directeur, directrice développement durable? Qui se lance? Je fais l'amont et vous faites l'aval parce que comme ça on pourrait être complémentaires. Moi je dirais avant, c'est de bien. Alors c'est Benoît Lemeillan, le fondateur de Vercors, qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps et c'est tellement vrai, c'est bien choisir à qui vous confiez vos talents. Parce qu'on a l'impression toujours qu'on postule, mais en réalité vous êtes bourré de talents et la question c'est à qui vous les confiez. Et donc bien confier, en tout cas bien choisir à qui on confie ses talents, ça veut dire vérifier dans les choix que vous allez faire d'entreprise que vous êtes aligné sur la stratégie, sur l'ambition qui est fixée, si ambition il y a, et qu'il n'y a pas trop de distorsion de ce point de vue-là, parce que c'est des choses qui sont compliquées par la suite à revoir. 2, vérifier, donc une fois que le niveau d'ambition est fixé, les moyens qui sont à vos dispositions potentiellement, et je le dis parce que c'est l'expérience qui parle, donc il y a un vrai sujet due deal. Est-ce que le CEO est embarqué? Est-ce qu'il est potentiellement en soutien? Parce que ça c'est fondamental, me semble-t-il, d'avoir quelqu'un qui est en soutien pour un poste de direction RSE qui veut faire des choses. Et derrière, est-ce qu'il y a une équipe et est-ce qu'il y a des moyens financiers, quoi. Et ça, pour moi, c'est déjà, si vous avez regardé, et s'il y a une équipe en dessous, est-ce qu'elle a envie de coopérer ou pas, quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment les premiers, en tout cas, les fondamentaux à regarder. Et ensuite, effectivement, une fois qu'il y a prise de poste, là, peut-être je vous laisse détailler, comme ça, on évite de... Une fois qu'il y a prise de poste, après ça va être... Alors déjà effectivement il faut avoir tout ce que tu as évoqué est juste, et je rajouterai juste un point, il faut avoir une vraie conviction. C'est-à-dire que effectivement c'est pas un poste facile, c'est un poste dans lequel on peut parfois se sentir seul, donc il faut vraiment être très clair sur le pourquoi on le prend et qu'est-ce qu'on veut faire dans cette organisation dans laquelle on s'engage à le faire, et accepter de prendre des coups, de se relever, mais parce qu'on sait pourquoi on le fait en fait. Ça c'est déjà important d'avoir ça marche, c'est vraiment un poste qui demande peut-être plus que d'autres beaucoup d'engagement et de conviction personnelle. Et d'accepter que ça n'avance pas comme on voulait, que le temps soit parfois plus long, mais qu'on va y arriver, toujours avoir foi dans le fait qu'on va y arriver. Donc ça, pour moi, j'ai trouvé que c'était hyper important, et que je sais que même quand c'est difficile, je me dis toujours, mais si, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je le fais, et je vais continuer. Parce que quand on n'a plus foi, soit en l'organisation, soit en la cause qu'on défend, il faut pour le coup changer, parce que là, on n'est plus crédible et ça ne fonctionne pas. Et après, dans la prise de poste, je pense que le premier sujet, c'est déjà d'aller écouter et comprendre où chacun en est, parce qu'on doit bosser avec tous les métiers. Donc c'est ultra holistique comme poste, et donc il faut aller dans un premier temps comprendre ce que chacun attend de la RSE, ce que chacun en a compris pour arriver à voir les décalages et comprendre où est-ce qu'il va falloir embarquer, parce que ça ne fonctionne que, effectivement, il faut poser sa stratégie et son étoile, il faut définir ses quelques plans d'action, mais si on n'a pas aligné tout le monde, moi je suis en plein dedans et on en a échangé avec Mylène récemment, si on n'a pas aligné tout le monde avec ça, on n'avancera pas en fait, on va ramer. Donc pour aligner, il faut déjà savoir où chacun en est. Et arriver à se dire où est le décalage entre là où je dois les embarquer et là où ils en sont, et comment je vais les amener tous à arriver vers cet alignement sans trop m'épuiser. Donc je pense que ça c'est un point fort d'empathie, d'écoute, de compréhension du niveau d'envie d'y aller de chacun et de compréhension de chacun du sujet. Pour conclure, j'ai envie de rebondir sur 2 choses. Le premier, c'est, moi, je prends un peu le contre-pied exprès. Je trouve pas qu'on soit dans un métier difficile. Je pense qu'on devrait au contraire se rappeler à quel point on a un métier sympa par rapport à plein d'autres gens dans l'entreprise. Et ça doit nous nourrir, parce que voilà, on est sur des sujets à la fois intellectuellement stimulants, qui intéressent les gens, qui créent du sens. Enfin, voilà. Donc, moi, quand mes équipes font un peu la grimace parce que effectivement ça tire, on est fatigué, etc., je leur dis, mais rappelez-vous quand même juste que on est sur des fonctions qui sont
hautement gratifiante. Voilà. Et d'autant plus que quand on regarde tous nos collègues précurseurs qui ont fait ces métiers-là pendant 15 ans et qui étaient clamat in deserto, enfin, je veux dire, on peut quand même se dire qu'aujourd'hui, c'est pas, encore une fois, on crée de la polémique, voilà, mais on clamate pas in deserto, quoi. Ça, c'est quand même très, très agréable. Je dirais deux conseils, moi. Le premier, c'est ne sous-estimez pas la complexité. Nos métiers sont extrêmement complexe et donc il faut vraiment être humble sur le fait que je ne sais pas tout, je dois me former, je me forme toute ma vie. Voilà, c'est vrai pour toutes les fonctions, mais pour les nôtres, c'est encore plus vrai puisqu'on attend de vous d'être un expert. Donc, et puis on ne peut pas être un expert sur tout sur ces sujets, donc voilà, il faut vraiment se former beaucoup et tout le temps. Et l'autre sujet, c'est rester hyper concret. Enfin, là, je pense que depuis 3/4 d'heure, on est un peu très stratosphérique, très conceptuel. La réalité, c'est pour que ça fonctionne, il faut que, vous compreniez bien les métiers de votre entreprise si vous venez de l'externe. Donc de l'immersion, de la rencontre, voilà, il faut, pour être pertinent sur ce sujet qui est un sujet méta, encore faut-il comprendre les métiers de l'entreprise, et ça c'est voilà, ça prend du temps et de l'énergie, mais c'est évidemment passionnant. Et puis rester très proche du terrain. Voilà, parce que on a vite fait d'être sur des sujets corporate, donc déjà par définition on est un peu éloigné, et puis en plus comme on est sur des sujets très transverses corporate, on peut rester toute sa vie dans la tour Suez sans aller nulle part voir un opérationnel. Or c'est quand même là c'est de là que viennent notre légitimité et notre énergie, parce que c'est quand on va voir les gens sur le terrain qu'on récupère de l'énergie. Donc voilà, restez près du terrain et puis ne sous-estimez pas la complexité. Merci. Capucine, tu voulais ajouter un élément ? Ouais, peut-être un petit rebond. Merci, tu as totalement raison de te mettre en contre-pied. Moi, le conseil, ce serait foncez-y. C'est-à-dire que c'est un métier absolument magique. Enfin, je pense que si on est toutes les trois aujourd'hui pour en témoigner, c'est qu'on pense la même chose. C'est un métier qui est fascinant. On est en permanence en interaction avec plein de gens. Ça a énormément de sens. Enfin, après, je l'ai converti, mais on sait qu'on fait avancer, en tout cas notre obsession du matin jusqu'au soir, c'est de faire avancer les sujets dans ce sens-là, enfin dans le bon sens en tout cas, ou contribution à quelque chose de supérieur à nous. Et donc c'est extrêmement stimulant, et encore plus dans des moments complexes comme celui qu'on vit. Moi, ma façon de gérer, j'ai 3 enfants petits, et de gérer mon éco-anxiété ou leur éco-anxiété, c'est d'être dans l'action, et que ça nous donne la possibilité d'être dans l'action. Et que ça change la vie, je trouve, et qu'on est à un moment vraiment historique en fait, parce qu'on voit ce qui se passe, on en a très peu parlé, on parlait un peu de CSRD, mais un moment de bascule où on voit l'Europe par rapport à la Chine, aux États-Unis, et que l'économie, en tout cas le modèle qu'on a envie de porter, quand même il est contraignant, c'est un modèle d'avenir. Et on a tendance à l'oublier parce qu'on s'est beaucoup empêtré dans effectivement beaucoup de paperasse, mais pour autant, c'est ça le sens de l'histoire, et on va y arriver. Et donc d'être quelque part contributif de tout ça, d'embarquer des gens dans nos équipes, tu en parlais tout à l'heure, de faire grandir des plus jeunes qui arrivent avec leur envie de faire, et puis de leur dire allez, on va y aller, de créer du collectif, et de créer des champions français, européens, qui sauront soit parce qu'ils se seront transformés, soit parce qu'ils arriveront avec des solutions d'adaptation extraordinaires. Moi, je trouve ça extraordinairement stimulant, et en tout cas, c'est un moteur génial, je trouve, au quotidien. Quand bien même parfois, voilà, on a des petits moments effectivement de fragilité. Oui, parce qu'on travaille sur un sujet. Si vous êtes là, c'est que a priori vous êtes tous un peu à différents degrés éco-anxieux. On travaille sur un sujet qui est extrêmement anxiogène. Franchement, regardez les nouvelles du Monde sur les sujets climat, nature, biodiversité à longueur de journée. Voilà. Alors après, on n'est pas médecin, on ne sauve pas des vies, mais c'est vrai que c'est anxiogène. Donc il faut aller trouver de l'énergie. Et donc le dernier point, c'est sortez de chez vous aussi. Allez voir les réseaux, venez chez Ecolearn, nourrissez-vous de vos pairs, de vos collègues. Voilà, et je fais évidemment une petite page de pub.
je l'avais promis, pour le C3D, parce que au sein du C3D, donc on est évidemment une communauté comme Ecolearn et donc de 400 directions RSE, et donc on partage beaucoup de problématiques évidemment très hard skill, mais aussi on ouvre là un groupe de travail autour de cette question du leadership en temps de vent contraire. Donc avec un outillage théorique, pratique sur comment exercer, comment élargir son influence au quotidien, quelles sont les méthodes, les outils, des cas inspirants, et aussi comment est-ce que voilà, je garde cette énergie dans la durée, je me préserve avec aussi certains outils qu'on vous partagera. Voilà, donc rejoignez-nous. Alors, la biodiversité est parmi nous. On ne sauve pas des vies, mais c'est assez humaniste quand même comme métier, finalement. Parce qu'on ne sauve pas la planète, in fine, on sauve l'humanité d'abord. Donc c'est quand même assez humaniste et in fine comme métier. Moi, pour la petite anecdote, il y a 10 ans, j'ai voulu me reconvertir en tant que médecin. Il se trouve que le projet n'a pas abouti. Et je me suis dit, mais en fait, si c'est ça que je veux faire, si c'est vraiment travailler au sens de l'homme et de l'humanité, ben c'est plutôt dans ce métier-là que je dois aller. Et c'est un peu ce qui m'a drivé. Donc quelque part, quand même, elle est très très haute, la dimension vers laquelle on veut aller, au travers d'un modèle économique qui paraît hyper pragmatique, en fait. Mais il y a quand même une dimension qui est assez dingue dans le métier, ça c'est vrai. Recherche de sens, changer les modèles d'affaires. Merci pour ces interventions. Une dernière question qui nous permettra aussi de faire une transition sur notre deuxième table ronde. Comment est-ce qu'on embarque les dirigeants d'une entreprise et les administrateurs dans ce changement de modèle d'affaires, puisque c'est là le cœur du sujet? C'est une vaste question, vous avez 3 heures. C'est quoi, votre expérience à ce sujet? Comment est-ce qu'on fait advenir des décisions, des prises de décision fortes, des renoncements parfois? Comment est-ce qu'on y arrive et comment est-ce qu'on embarque sa direction? Moi, je dirais qu'il faut quand même être humble. C'est pas nous qui le faisons. Je pense qu'on est des semeurs de graines. Et donc, les graines, au bout d'un moment, elles poussent toutes seules. Je vous donne un exemple. Je sais qu'il y a quelques personnes de chez Suez dans la salle, donc vous me direz si vous êtes d'accord. On a pendant longtemps eu du mal à travailler avec la direction des achats, pour diverses raisons. Et donc, on est, comme tu disais, on cherchait les truchements, on passait par en haut, par en bas, etc. Et hier, on avait notre premier Suppliers Day, réunion avec les 100 fournisseurs les plus critiques, avec un agenda qui, au départ, n'était pas incroyablement teinté de sustainability. Donc, j'ai été invitée à faire une présentation. Et en fait, 4 tables rondes sur le développement durable, plus ou moins maîtrisées d'ailleurs par la direction des achats. Et donc, j'exagère, pour le coup, c'est assez bien drivé. Et donc, je me suis dit, on est sorti de là, alors évidemment, on a fait un résumé avec tout le monde, et puis, je sais pas, sur 10 personnes qui ont dû dire un mot qui résumait la journée, je pense qu'il y en a peut-être 5 qui ont dit sustainability. Je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, ça vient. Voilà, donc, et je pense qu'on en est pour partie responsable, et tant mieux, mais pour partie, le contexte fait que les clients ont demandé, les équipes ont poussé, les choses ont fini par émerger. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut quand même être assez confiant sur le fait que, malgré les revers actuels, il y a une tendance de fond globale. Si vous êtes si nombreux dans la salle, c'est quand même bien qu'on est sorti d'un entre-soi, encore un peu, mais on en sort. Et donc, il y a des choses qui vont se faire naturellement sur l'embarquement du board. Et puis la réglementation. La réglementation est clé pour embarquer les dirigeants. Donc, bon an, mal an, on fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant, 3 pas en arrière, mais ils vont y aller. Est-ce qu'il y a un modèle de gouvernance qui serait propice justement à l'intégration de ces sujets-là au sein des directions? Il y a un modèle assez classique qui serait quand même que de toute façon ça doit partir de la direction, même si où je te rejoins Charlotte, c'est qu'il faut que
il y a un axe qui soit donné, mais on n'embarquera pas nous tout seuls juste avec une direction. Il faut s'assurer que ça parte de partout. Donc il faut à la fois travailler là-haut, mais surtout travailler en bas pour que ça remonte, et que dans les actions concrètes, ce soit acté. Donc il faut quand même qu'il y ait eu une validation de la vision par la direction, parce que sinon c'est trop difficile, on le porte tout seul. Donc ça, c'est un des premiers points. Et après, il y a un modèle aussi il y a un élément assez pragmatique dans la gouvernance, c'est qu'à un moment, on fonctionne tous avec des indicateurs et des bonus, et il faut à minima qu'on ait réussi à faire en sorte que dans les bonus de tous les dirigeants, de tous les managers, même de toute l'entreprise, il y ait eu au moins 1 ou 2 indicateurs qui viennent nourrir cette stratégie. Parce que ça fonctionne quand même comme ça, et ça montre que ça fait partie intégrante de l'entreprise, de sa mécanique et de sa finalité. Donc il y a embarquer la direction, et ça c'est pas facile, et j'étais pas très à l'aise avec cette question, parce qu'on disait comment est-ce que tu embarques le board et la direction. Le sujet, c'est qu'on n'y est pas encore assez à 100% et qu'on n'a pas encore la clé à 100%, honnêtement. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que peut-être qu'on embarque presque plus le bas que la direction, et que c'est ça qui va pousser. Il ne faut pas quand même négliger, il ne faut pas attendre que ce soit le bas qui pousse parce qu'ils vont s'épuiser. Donc il faut arriver à l'embarquer, la direction, pour qu'à un moment tout ça se rencontre ensemble et que ça avance. Et puis ça, je pense que les objectifs qui sont liés au bonus, c'est capital. Quelque part, ça fait avancer ça, mécaniquement. En tout cas, je le vois comme ça. Ouais, elle est dure la dernière question quand même. Je pense que si on avait la recette magique, on dormirait mieux la nuit. Non, en vérité, pour moi, il y a un peu cet effet de balancier entre carotte et bâton. C'est-à-dire que le côté risque, qui quand même devient très structurant et pour l'entreprise et notamment au niveau des conseils d'administration. La carotte, ça va être la création de valeur. Donc en fait, il faut arriver à manœuvrer un peu les deux en disant d'un côté, voilà le risque que tu vas éviter, de l'autre côté, voilà tout ce que tu peux aller chercher si tu te transformes véritablement. Bon, c'est assez banal ce que je dis. Après, moi, ce que j'essaie de mettre en place à chaque fois, c'est un combo structure-culture. C'est-à-dire, d'un point de vue très structurel, comment est-ce qu'on intègre ce sujet-là ? Bon, évidemment, la vision, tu l'as dit, voilà, on avance, enfin, ce que disait Sénèque, on avance bien que quand on sait où on va. Donc ça, une vision qui est validée par tous et qui a été construite de manière collective, ça c'est fondamental, mais bon, encore une fois, c'est très banal. Ensuite, la partie rémunération, évidemment, mettre ça dans les incentives. Aujourd'hui, c'est à peu près le cas partout. Je regardais une étude de l'OR, c'est à peu près 20% du variable. C'est pas suffisant, mais c'est déjà important. Et c'est déjà bien, parce que par rapport à d'autres pays, c'est pas encore le cas. Des roadmaps qui sont clairs, qui sont validés, qui sont évalués régulièrement, qu'on valorise régulièrement en interne, en externe. Et sur la partie plus culturelle, je pense qu'il faut qu'on arrive à rendre ce sujet sexy, quoi. Enfin, en fait, il y a un moment, ça l'a été pendant quelques années. Là, on se prend un gros backlash parce que je pense qu'effectivement, il y a eu cet excès de réglementation, etc. Donc, rendons le sujet sexy, valorisons les succès collectifs et formons. Alors là, je prêche pour école. Moi, j'ai beaucoup fait intervenir Arnaud et ses équipes au sein de notamment du groupe Les Écoles Parisiens. Ça a été hyper transformatif au niveau du COMEX, au niveau même en one-to-one, au niveau des principaux dirigeants, etc. Parce qu'une fois que vous êtes formé, grosso modo, c'est quand même compliqué de faire comme si on ne savait pas. Et c'est quelque chose qui redescend, qui passe de la tête et qui va assez vite dans le cœur et dans les tripes, en fait. Et c'est ça le sujet. C'est comment est-ce que le feu, on arrive à l'allumer aussi à l'intérieur des guts, quoi, enfin du ventre des gens avec lesquels on travaille, parce que c'est ça en réalité le vrai moteur de courage, de transformation dont on a besoin. J'allais exactement employer cette formule. Ça, quand même pas quand même, nos dirigeants sont des hommes et des femmes. Et donc, le cœur, tête, corps, bien connu de toutes les formations, fonctionne extrêmement bien sur eux aussi. Et je voulais vous donner un témoignage. Il y a quelques années, et puis alors après, il y a boîte côté, boîte non côté, c'est boîte familiale. Voilà. Il y a quelques années, j'étais dans un groupe familial assez important, et le dirigeant était assez engagé. Voilà. Assez engagé. Et puis bon, il avait quand même une vision de la pérennité qui était forte. Et en fait, je l'ai fait participer en me disant, je suis complètement ma boule, je vais me faire virer, à ce séminaire qu'organise Spark News, que vous connaissez peut-être, pardon pour faire de la pub à quelqu'un d'autre, mais qui est un séminaire parents jeunes, pas parents-enfants, parce qu'il peut y avoir... voilà. Et comme c'était une boîte familiale, je lui ai proposé d'aller avec sa fille aînée à ce séminaire. Je n'en attendais pas grand-chose, mais je me suis dit, voilà. Et en fait, il est revenu transformé,
sa fille aussi, et je ne sais pas très bien ce qui s'est passé là-bas, s'ils les ont maraboutés, voilà. Mais de fait, il y a eu une vraie bascule, quoi. Et ça ne s'est jamais plus passé comme avant, après, et notamment aussi parce qu'il avait sa fille en regard, qui après a fait des stages chez nous, etc., etc. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de « je suis vraiment responsable devant les générations futures ». Voilà. Et donc moi qui étais un peu sceptique, un peu cartésienne sur ça, je me suis dit en fait il ne faut pas hésiter à rentrer, alors non pas dans l'intimité de nos dirigeants, c'est pas notre rôle, mais voilà, dans l'émotionnel, parce que ce sont des sujets qui sont évidemment qui passent mieux quand on arrive à toucher l'émotion. Et peut-être juste un mot sur le board, parce qu'on en a un petit peu parlé et ça va arriver, je crois, juste après. Mais en effet, là on l'a pas tellement mentionné, mais enfin, c'est évident que c'est à cet endroit-là que les choses vont bouger, parce que c'est à cet endroit-là que se décide, ou en tout cas que s'imagine, que se pense la stratégie à long terme de l'entreprise et sa pérennité et sa robustesse. Et donc, il faut absolument, c'est pareil, un vœu que je formule, mais que les boards se transforment. C'est en train de se faire peu à peu. Il y a eu déjà plus de femmes grâce à la loi Copé-Zimmermann, mais voilà, il faut faire plus de place à ces sujets dans les boards. Il faut donner, une fois que la place est faite, aussi toute légitimité aux gens qui portent ces sujets-là au sein des boards, d'où l'importance de se former, et aussi, nous, je pense, et c'est un vœu que je formule là, d'aller aussi taper à la porte de ces boards pour y rentrer et ensuite opérer les transformations qui semblent nécessaires pour qu'ensuite les exécutifs puissent être outillés et autorisés quelque part à se projeter dans du long terme, ce qui est quand même la grosse complexité de nos COMEX aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience, pour l'inspiration, pour la sincérité et l'optimisme aussi que vous avez pu dégager lors de ces échanges. Il me semble qu'on a encore un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Ouais. Alors, oui, je vois, super, il y a déjà des mains qui se lèvent au fond de la salle. Non, mais c'est bizarre d'être sur un espèce de piédestal. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je me demandais, dans les leviers là dont vous parlez, il y a des aspects de rémunération, de formation, d'embarquement des équipes. Alors, Charlotte, vous avez parlé du rapprochement avec les fonctions stratégie. Est-ce que vous voyez un rapprochement beaucoup plus fort avec les fonctions RH et peut-être des directeurs DD et RH demain, ou voilà, tu peux réagir là-dessus. Alors moi, ma meilleure copine du moment, c'est la directrice des relations sociales, parce que comme on a un certain nombre de trucs à passer en CSE, donc, et c'est vrai que ça, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire qu'avant, on était en général appelés pour passer sur des sujets on va dire contributifs, non essentiels, et là on voit bien que ça rentre dans les attentes des OS, des organisations syndicales. Ils se forment, ils sont extrêmement pushy, ils sont très proactifs. Et là ils viennent de proposer un groupe de travail de 2 ans avec nous sur la transition juste. Enfin, voilà, donc je ne sais pas si les directions RH sont complètement embarquées, mais les organisations syndicales, elles le sont, elles. Et c'est plutôt bien. Oui. Bon. Il y a des directions RH qui prennent la RSE. Donc il y en a qui sont très embarqués. Il y a toujours le volet social quand même dans la RSE qui est fort. Et il y a comment aussi on a intérêt à s'en rapprocher, parce que ça doit nourrir la marque employeur, et c'est la RH qui est porteur de la marque employeur. Et c'est un des éléments qui nous permet de l'embarquer aussi. Parce que pour recruter des talents et sécuriser certains talents, il y a quand même de plus en plus de demandes de la part des employés d'avoir une marque qui soit engagée. Et c'est là c'est avec ça aussi qu'on peut les toucher. Et après, il y a tout l'engagement social de toute façon qui rentre dans notre démarche. Donc il faut se rapprocher des RH impérativement. Oui, merci pour vos interventions extrêmement stimulantes et encourageantes. Vous avez parlé d'alignement et d'embarquement, à la fois les directions, les métiers, les fonctions. Et vous n'avez jamais parlé de comptabilité et de finances concrètement. Pourquoi ? Alors c'est rigolo comme question, et merci pour la question, parce que ça reboucle sur un sujet dont on n'a finalement pas parlé, qui est la CSRD.
et comment quelque part on arrive à faire en sorte que effectivement on arrive à avoir un reporting au-delà du reporting financier et qu'on arrive à intégrer dans le reporting de l'entreprise des facteurs clés de durabilité. Donc le lien est en train de se faire, je trouve, de plus en plus, et la CSRD nous aide, donc c'est pour ça qu'il faut que la CSRD reste. Pour autant, je pense qu'il faut qu'elle se simplifie, en tout cas de mon point de vue, parce que c'est quand même une grosse usine à gaz en ce moment et qu'on y passe beaucoup de temps et beaucoup trop de temps, alors qu'on devrait passer plus de temps à de la stratégie, de la transformation et de l'accompagnement. Et là, on est complètement coincé. Là, il faut qu'on sorte très très vite notre rapport. Et vite, il faut qu'on se fasse auditer. Et là, pour le coup, c'est la finance qui vient nous chercher, parce qu'ils sont habitués à gérer des CAC, ils sont habitués à gérer des lettres d'affirmation. Donc là, on va me dire, Hélène, qu'est-ce qu'il y aura dans la lettre d'affirmation? Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que la lettre d'affirmation. En fait, j'ai jamais fait d'audit financier. Donc, on est très proche en ce moment de la finance pour travailler ça. Pour l'instant, on est très proche parce que c'est réglementaire. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce soit très proche parce que, effectivement, c'est un levier de transformation et c'est un lien direct avec les indicateurs financiers. Et donc, ce sera ça la réussite. Simplement, la comptabilité extra-financière, elle existe. Elle a déjà fait un certain nombre apporter des preuves et des démonstrations. Il faut arrêter aussi de penser que c'est une usine à gaz, parce que chacun brandit cette logique de l'usine à gaz, alors qu'il faut absolument changer le modèle d'affaires des entreprises, dans des conditions évidemment qui sont difficiles compte tenu des enjeux climatiques et de biodiversité, mais maintenant il y a un travail qui est fait de manière assez d'abord scientifique, d'une part avec la comptabilité écologique, dont je suis une des contributrices, et avec le cercle des experts comptables sociaux et environnementaux. Et on arrive à des outils, si on travaille avec vous, de manière concrète, on peut avancer sur des choses extrêmement profitables du point de vue de la valeur et de la chaîne de valeur qui est mise en œuvre dans l'entreprise. Je pense que vous avez tout à fait raison. Ce qui est intéressant dans le rapprochement avec la finance, c'est ce qu'on est tous en train de faire sur la réalisation de nos plans de transition. C'est-à-dire que pour ceux qui ne maîtrisent pas ce concept CSRDien et autres, l'idée d'un plan de transition, c'est d'aller... c'est pour ça que je parle de stratégie, mais pour moi, stratégie et finance, c'est exactement la même chose. Donc, pour moi, c'est la même logique. Mais on est tenu d'évaluer les scénarios dans lesquels nos métiers pourront continuer à être pérennes d'ici 2050. Donc je prends l'exemple de Suez. Nous, on gère de l'eau et des déchets sur toute la chaîne de valeur. Est-ce que demain, il continuera à y avoir des incinérateurs qui polluent dans un monde voulu décarboné? Si ce n'est pas le cas, ça nécessite à la fois un changement majeur dans les compétences des gens et un plan de transition RH, mais aussi évidemment un plan de transition financier sur l'activité, etc., etc. Et donc ça, c'est des choses que font les équipes strat et finance sur des PMT, sur des plans moyen terme, sur je sais pas quoi, 5-7 ans. Mais nous, on les embarque sur 2050. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'on est du coup plutôt sur cette phase strat aujourd'hui, mais après la déclinaison elle est financière. Donc on est vraiment en trinôme entre les trois fonctions. Et ça pour moi c'est intéressant dans la CSRD parce que c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin tout est intéressant, mais il y a plein d'autres choses intéressantes. Mais voilà. Je pense et merci pour ce point parce qu'en effet, on est tellement tous dans la CSRD que on a presque oublié de le mettre au cœur de nos échanges. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a assez fortement plébiscité un report, en tout cas de l'extra-financier qui soit davantage comptabilisé, davantage harmonisé, qui crée de la transparence en réalité sur cette performance. Pour autant, pour moi, le vrai sujet, c'est qu'il faut que ça reste un outil et pas une fin en soi. Et c'est là où peut-être qu'il y a eu un petit moment un peu d'égarement, où c'est devenu tellement compliqué, tellement important, tellement central que, comme tu le disais très bien, ça a pris le pas sur le reste et que l'ensemble des équipes sont mobilisées là-dessus et que c'est autant de temps, comme on a des petites équipes, qu'on passe pas à faire d'autres choses et à réénergiser le reste de l'entreprise pour leur donner envie d'adhérer, d'embarquer et de continuer leurs efforts. Donc je pense que, alors c'est peut-être un moment transitoire parce que par définition, quand on met en place ce type de choses, c'est normal que ce soit chronophage. Pour autant, là, il y a eu, et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, un vrai
un vrai sujet côté notamment audit, enfin un CAC, etc., qui font qu'il y a eu ce petit découragement autour de la compta, mais évidemment qu'elle est centrale et qu'elle doit l'être encore pour longtemps. Tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc en tout cas, c'est assez clair pour moi. Merci pour vos questions. Peut-être une dernière question, oui. Ouais, je voulais revenir sur la question du backlash écologique. On sait que dans certaines entreprises, il y a déjà un effet important sur les ambitions environnementales, sur notamment aussi les questions d'inclusion et de diversité. Est-ce que vous le sentez au niveau des ambitions de vos entreprises, au niveau des budgets, au niveau des équipes, voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de traduction de comment ça se passe pour vous dans les entreprises? Merci. Chez Suez, non. Parce que notre feuille de route, elle est d'abord, pour contexte, on a eu une OPA de Veolia il y a 2 ans, donc le nouveau Suez n'a que 2 ans et donc a émis sa première feuille de route développement durable du nouveau Suez il y a 2 ans, donc on change pas le cap, voilà, donc il n'y a pas de débat sur ce cap. Et les équipes et les budgets sont plutôt en croissance dans nos métiers, donc je dirais que en interne, pas vraiment, même si certains discours peuvent être plus teintés de relativisme, disons-le comme ça, mais c'est plutôt le contexte exogène. Effectivement, on a des clients qui se rétractent sur les sujets économiques. Pour autant, nous, on a la chance d'être dans des appels d'offres publics la plupart du temps, et donc on continue à avoir un push assez fort sur les critères environnementaux, et de plus en plus. Donc, je dirais qu'on est assez épargnés, nous. Je laisserai les collègues de Suez me contredire à la pause s'ils le considèrent. Non, nous pareil. Alors moi je parle au niveau du C3D, pour le coup, je te rejoins. Aujourd'hui, on continue à être très mobilisés sur tout ça et on ne voit pas tellement de modifications. Alors moi je serais moins optimiste, mais parce je pense que ça échappe à personne, on est dans une situation économique qui est quand même complexe. Et donc du coup, oui, effectivement, on voit un petit retour en arrière. Et comme en plus la réglementation a tendance à être un peu plus floue, et on arrive à se raccrocher avec la réglementation, tout devient un petit peu plus difficile. Donc il faut garder le cap et il faut essayer de toujours garder un certain niveau. Mais c'est évidemment un peu plus compliqué. Et les clients, étonnamment, en fait, demandent pas tant que ça. Enfin, dans les faits, quand on les interroge dans les études clients, il y a une demande sur une marque plus engagée, il y a une demande sur des actions concrètes. Concrètement, dans le magasin, le client ne demande jamais rien. Quand je fais le tour en magasin sur l'identification d'une offre plus responsable, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il demande? On me répond non, on ne demande pas, le client il s'en fiche. On me répond ça en magasin. Donc, et quand le client, on lui demande de passer en acte d'achat sur effectivement un produit un peu plus responsable, qui a de la matière recyclée ou qui effectivement est plus recyclable, il n'y a pas forcément un engouement fort et ça se transforme pas en acte d'achat. Donc on est dans une phase un peu difficile où on sent bien qu'on refait un tout petit coup en arrière, honnêtement. Et pour autant, il faut toujours garder le cap et se dire c'est pas grave. Là, je me bagarre typiquement pour garder un indicateur RSE au niveau du COMEX, au niveau de tous les managers, parce qu'ils étaient en train de vouloir l'enlever. Et du coup, j'ai appelé Alexandra Pal qui est au board en lui disant il faut absolument qu'on fasse garder ça dans la direction. C'est pas possible de pas garder au moins un indicateur. C'est pas possible. Donc il faut tenir le cap, il faut monter très haut, il faut aller jusqu'au board en disant là, on va trop loin. Alors, on arrête. On ne descend pas plus bas que ça et c'est indispensable de garder à minima un indicateur, un cap, des objectifs et le pas de plus. La marche elle sera peut-être moins haute que l'année dernière, mais il faut continuer à garder l'ascension et l'évolution. Donc oui, c'est un petit peu plus difficile, c'est sûr, et c'est sûr que le contexte global réglementaire ne nous aide pas parce que tout s'arrête. J'avais la chance d'avoir l'affichage environnemental, ça s'arrête. Il y avait la loi AGEC, ça freine. Il y avait la CSRD, il y a le Green Deal, on ne sait pas trop où on va aller. Donc c'est sûr que ça nous aidait en fait quelque part. Donc, les zones à faible émission dans les villes. Oui, exactement. Ça aussi, effectivement, pour les magasins. Voilà. Bon, il y a les écoparts qui montent. Donc ça va nous aider à montrer qu'il faut qu'on transforme notre offre et qu'on agisse pour baisser cette pression de taxes. Il faut agir sur la conception du produit. Mais oui, il y a vraiment, on est dans une phase un petit peu mouvementée, on va dire. Pour autant, il ne faut pas s'arrêter, ça va repartir. Et en tout cas, il faut qu'on tienne le cap, ça c'est capital. Donc on va y arriver. C'était la dernière question en salle, mais nous avons aussi des questions en ligne. Tout à fait.
On a pas mal de personnes qui sont connectées et donc beaucoup de questions en ligne. Et du coup, je vous en poserai qu'une avec le temps qu'on a. Donc, c'est une question de Christian qui nous dit: le domaine du développement durable est vaste et finalement, on aimerait savoir quels sont les pôles de compétences qui sont nécessaires pour structurer vos directions développement durable. Alors nous, on a un pôle. On a un pôle climat, un pôle nature, un pôle social, et après on a un pôle extra-financier, enfin performance ESG, et j'ai une personne en charge de la stratégie développement durable eau et une personne en charge de la stratégie développement durable déchets. Voilà, en fait, on a fait un mix thématique et fonctionnel. Je m'arrête juste sur ces deux fonctions-là, fonctionnel directeur des eaux et déchets, parce que le but de ces personnes, c'est vraiment d'être au cœur des stratégies des métiers et des projets. Enfin, vraiment, elles sont 100% dédiées à l'accompagnement, la préparation des projets, en amont pour le client et en aval. Et après, on a plutôt des experts thématiques. Voilà. Et rappelle peut-être la taille de Suez, du coup, parce que c'est quand même une très grosse équipe. Ouais. Oui, alors on est une grosse équipe, c'est 40 000 collaborateurs, et dans l'équipe corporate, on est une douzaine. Plus déroulé dans les métiers. Évidemment. Alors nous, c'est complètement différent. On est organisé différemment parce qu'on est sur un métier où on vend de l'offre avec des magasins et donc à l'intérieur, on conçoit un produit, on l'approvisionne, on le met dans un entrepôt et ensuite on le vend en magasin ou sur le web. Et du coup, on a une organisation. Pourquoi je vous explique ça? C'est qu'on a une organisation dans l'équipe RSE qui est une organisation qui est liée justement à cette chaîne de valeur, avec une compétence sur tous les risques sociaux et environnementaux. Donc, il y a un pôle risques sociaux et environnementaux de la chaîne amont, rang 1, rang 2, rang 3. On a ensuite un pôle qui va s'occuper de tout ce qui est développement de l'offre durable, donc éco-conception et gestion des risques matières, donc avec des experts en matière bois et matière textile qui sont nos deux grosses matières impactantes, globalement. On a un pôle reporting. Effectivement, j'ai une personne qui s'occupe de tout le reporting en lien avec la finance, du coup, et en lien avec le pilotage et le suivi des feuilles de route et des KPI des autres métiers. Et on a un pôle point de vente et entrepôt qui va s'occuper de la partie énergie et déchets dans les points de vente et les entrepôts, et ensuite qui va animer avec les métiers toutes ces feuilles de route. Donc on travaille en fait, et on l'a dessiné comme ça, on a montré la chaîne de valeur et on a montré nos expertises sur la chaîne de valeur. Et chacun après est plus transverse sur l'ensemble des enjeux, puisqu'après on a des enjeux climat, biodiversité, eau, déchets, énergie, économie circulaire. Nous, on a un énorme enjeu économie circulaire, en fait, parce que notre plus gros impact, il est sur le scope 3, et notre plus gros impact, il est sur l'offre et sur la chaîne de valeur. Donc c'est là où on a le plus gros pôle, finalement. Voilà. Pareil. Non, mais je vois le temps qui file et je n'ajouterai rien de... Ouais, une organisation propre à chaque entreprise, à chaque structure et chaîne de valeur. Merci beaucoup. Je crois qu'on est à l'heure sur cette première table ronde. Merci beaucoup pour votre participation.